Bruce Lee est entré dans la salle seul, sans suite, sans fanfare, sans la moindre annonce. Il s'est glissé au troisième rang, a posé sa veste sombre sur ses genoux et s'est mis à observer en silence. 1 heure plus tard, un géant de 20 ans en giblant, qui venait de faire une démonstration éblouissante devant 500 personnes, était étendu sur le sol, les mains serrées autour de sa gorge. Tout cela n'avait duré que 7 secondes. Bruce Lee a ramassé sa veste, l'a enfilée avec la même tranquillité et est sorti. C'était en juillet 1972, un mardi matin, à 11 h, dans l'Olympic Auditorium sur Grant Avenue, à Los Angeles. Et parmi les 500 personnes présentes dans les tribunes, personne n'a vraiment su expliquer ce qu'ils venaient de voir de leurs propres yeux. Los Angeles en juillet ne fait pas de manière. La chaleur s'abat d'un coup, sans transition, dès les premiers rayons du soleil. Alors que la ville n'est pas encore tout à fait réveillée, elle est déjà là, lourde, impérieuse, indifférente à savoir si vous êtes prêt à l'affronter. À 10 h du matin, l'Olympic Auditorium était déjà rempli aux 3/4. C'était un lieu chargé d'histoire, un temple vivant de la combativité. 40 ans de combats de boxe, de spectacles de catch et de compétition où le corps humain devenait un instrument de précision absolue. Le lieu avait absorbé tout cela dans le bois ancien des tribunes, dans l'odeur de produits nettoyants industriels et d'air surchauffé, dans cette atmosphère électrique si particulière des endroits où les gens viennent depuis des décennies pour voir d'autres hommes accomplir quelque chose de vrai. Le public de ce matin-là était à l'image du lieu, pratiquants, entraîneurs et fidèles de différentes écoles. Des gens venus non pas pour le spectacle, mais pour ce plaisir rare et profond qui naît quand on observe une technique mise sous une véritable pression. En costumes et tenues d'entraînement mélangés dans les tribunes, avec cette décontraction naturelle de ceux qui parlent le même langage, même s'ils se voient pour la première fois. Bruce Lee est arrivé à 10 h 15, 31 ans, veste sombre, pantalon sombre. Il s'est déplacé dans l'entrée avec cette économie de mouvement nonchalante que tous ceux qui avaient passé du temps à ses côtés remarquaient immédiatement et n'oubliaient plus jamais par la suite. C'était la marque d'un homme qui avait retiré de chaque geste tout ce qui était superflu, jusqu'à ne conserver que l'essentiel exigé par la situation. Il a trouvé une place au 3e rang, près de l'allée centrale, s'est assis et est devenu parfaitement immobile. Une immobilité totale, absolue. L'immobilité d'un homme entièrement présent et pas simplement occupé à prendre de la place. Les gens autour de lui ne l'ont pas reconnu tout de suite. Certains l'ont regardé à 2 reprises, la plupart, pas du tout. Un Chinois mince en veste sombre au 3e rang. La salle avait bien d'autres choses à regarder. Il était venu parce qu'il apprenait toujours, parce que la philosophie qui guidait chacune de ses décisions d'adulte était simple. Il y a toujours quelque chose à observer, à absorber, à intégrer à ce que l'on sait déjà. Un tournoi d'arts martiaux à Los Angeles était pour lui une salle remplie de gens qui faisaient avec leur corps des choses dignes d'une étude attentive. Il observait avec cette qualité d'attention qu'il apportait à tout ce qui l'intéressait, complète, directe, presque dérangeante si l'on se retournait soudain et qu'on la remarquait. L'attention d'un homme qui lit ce qu'il regarde. Steven Seagal a pris sa position, une position d'homme qui sait exactement ce qu'il fait et qui le fait correctement. Le poids parfaitement réparti, les mains à la bonne place, le corps aligné dans cette géométrie si particulière de l'aïkido prêt au combat, rendu automatique, naturel et véritablement fonctionnel par 13 années d'entraînement intensif. Il était imposant et prêt. Sur son visage se lisait l'expression d'un homme qui a accepté le défi et qui est fermement décidé à le relever. Une légère générosité, celle de celui qui s'apprête à démontrer quelque chose à 500 observateurs et qui est convaincu que ce qu'il va leur montrer sera à la hauteur de leurs attentes. Bruce Lee se tenait face à lui, sans aucune garde formelle, les bras le long du corps. Cette apparente désorganisation propre à l'homme qui a dépassé depuis longtemps le besoin d'une position de départ classique, au point que le concept même était devenu pour lui obsolète. Son corps était disponible pour tout ce que l'instant suivant exigerait, sans nécessiter d'aucune configuration particulière. Son expression était identique à celle qu'il avait depuis le moment où Seagal s'était approché de la barrière. Calme, direct, ne portant que l'essentiel. L'expression d'un homme pour qui ce qui se passe n'est qu'une situation exigeant une présence totale, ni plus ni moins.
Les lampes industrielles de l'Olympic Auditorium bourdonnaient au-dessus du parquet de compétition. Un son bas et régulier qui avait toujours été là et que personne n'entendait jamais, car la salle était habituellement remplie d'autres bruits. À cet instant précis, on l'entendait, parce que 500 personnes avaient cessé de parler en même temps, cessé de bouger, cessé de faire quoi que ce soit d'autre que de fixer les deux hommes au bord du parquet, séparés par environ 2 mètres d'espace et, visiblement, plusieurs décennies d'expérience dans chaque direction. Derrière les murs, sur Grant Avenue, ce mardi matin continuait son cours indifférent. Bus et voitures, cette énergie si particulière de Los Angeles, ville toujours en mouvement et qui n'arrive jamais vraiment nulle part. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui se déroulait à l'intérieur du bâtiment devant lequel il passait. Seagal attaqua le premier. Il bougea comme il avait appris à le faire en 13 années d'entraînement, avec une force précise et déterminée, celle d'un homme dont la taille et les compétences avaient toujours suffi jusqu'à présent et qui n'avait aucune raison de penser qu'elle pourrait soudainement s'avérer insuffisante. Sa main droite s'élança en avant dans la technique d'ouverture de son aïkido, un mouvement qui avait fonctionné exactement ainsi sur chaque partenaire d'entraînement et chaque adversaire pendant des années. Un mouvement que son corps connaissait par cœur, que son système nerveux avait gravé à travers 10 000 répétitions en quelque chose d'automatique, de fiable et de réel. C'était une véritable technique, exécutée par un véritable combattant, et elle fonçait vers Bruce Lee avec une force authentique et une détermination sincère d'homme qui ne joue pas, mais qui agit. Bruce Lee n'était plus là quand elle arriva. Il se déplaça légèrement vers la gauche et un peu vers l'avant en même temps. Un déplacement si minimal que les 500 personnes qui l'observaient allaient plus tard débattre pour savoir s'ils l'avaient réellement vu. Une qualité de mouvement particulière qui retire la cible de la ligne de force sans avoir besoin de se déplacer sur une grande distance. Il sort simplement de la trajectoire exactement autant que la situation l'exige et pas 1 centimètre de plus. La technique de Seagal se termina dans le vide. Son corps, entièrement engagé dans le mouvement, porta son élan vers l'avant, dans l'espace où Bruce Lee se trouvait encore un instant plus tôt, et ne trouva rien. L'arbitre à la table laissa tomber son crayon. Il ne le posa pas, il le lâcha simplement, et le crayon tomba de lui-même. Dans la fraction de seconde qui suivit, la main droite de Bruce Lee bougea. Ce n'était pas un coup au sens habituel du terme. Un seul contact précis à un point très spécifique sur la gorge de Seagal, là où le larynx repose exposé entre les muscles de chaque côté, un point que le corps protège instinctivement dans chaque système de combat, car le corps sait ce qui s'y trouve, même quand l'esprit ne le formule pas complètement. Un point où une force calibrée, délivrée avec une précision absolue, n'a pas besoin d'être puissante pour être totale. Les doigts de Bruce Lee atteignirent ce point avec toute la transmission de 20 années de travail quotidien, concentré dans un contact qui dura moins d'1 dixième de seconde et qui délivra son message entièrement. Le message était simple, respire. Et pendant un instant, Steven Seagal ne put pas. Sa gorge se contracta autour du point de contact, exactement comme une gorge se contracte lorsqu'elle reçoit ce signal précis. Une réponse musculaire involontaire du corps, dont son propre système nerveux venait d'informer que les voies respiratoires devaient être protégées. Le résultat fut cette sensation particulière d'air qui ne circule plus. L'absence soudaine de ce qui avait été disponible chaque seconde de chaque jour pendant 20 ans de vie et d'entraînement. Ses jambes ne reçurent plus le message qui les maintenait verticales. Le message qu'elles reçurent fut différent, celui que le corps envoie quand le plus fondamental de ce dont il a besoin vient d'être brièvement interrompu. Et ce message fut « tombe ». Seagal tomba, 1,92 m et 109 kg d'un combattant de 20 ans qui s'effondrait sur le parquet de l'Olympic Auditorium comme tombent les grands corps quand ils tombent vraiment. Pas un trébuchement, pas une descente contrôlée, mais une chute. Toute sa longueur arrivant au sol, tandis que ses mains montaient vers sa gorge et que sa bouche s'ouvrait à la recherche de l'air qui commençait tout juste à revenir, mais qui n'était pas encore complètement revenu. L'Olympic Auditorium resta silencieux pendant 4 longues secondes. 500 personnes qui avaient consacré leur vie aux arts martiaux, qui avaient vu des projections, des chaos, des clés et toutes les variétés de techniques que les hommes ont inventées pour arrêter d'autres hommes, restèrent absolument muettes. Parce que ce qu'ils venaient d'observer ne rentrait proprement dans aucune de ces catégories. Ou plutôt,
Il rentrait dans tout en même temps. Ou plutôt encore, c'était quelque chose qui était arrivé et s'était terminé dans un intervalle si court et avec une précision si absolue que les 500 personnes étaient encore en train de traiter le « avant » et n'avaient pas eu le temps d'atteindre le « après ». Bruce Lee se tenait exactement là où il était quand Seagal était tombé, la main droite le long du corps. Son expression n'avait pas changé depuis le moment où il avait accepté le défi près de la barrière, calme, direct, ne portant que l'essentiel. L'expression d'un homme pour qui ce qui venait de se produire n'était que ce que l'instant avait exigé et qui était maintenant terminé. La respiration de Seagal revint. Elle revint comme revient la respiration après ce type précis d'interruption, soudainement et avec ce soulagement particulier de quelque chose qui avait été brièvement absent et qui était désormais de nouveau présent. Il inspira avec la qualité d'un homme à qui l'on venait de rappeler quelque chose dont il n'avait jamais vraiment pensé être reconnaissant. Il se retourna sur le côté, se mit à genoux, prit une autre inspiration et leva les yeux vers Bruce Lee qui se tenait au-dessus de lui. Sur son visage se lisait une expression que son visage n'avait pas portée avant ce matin-là. C'était l'expression d'un homme de 20 ans qui était entré ce matin-là dans l'Olympic Auditorium avec 13 années d'entraînement et une certitude absolue, pour découvrir sur le sol quelque chose que ces 13 années ne lui avaient jamais donné et ne pouvaient pas lui donner. Ce n'était pas une défaite au sens ordinaire du terme, c'était l'emplacement précis de la frontière de ce qu'il savait, tracé non pas dans la théorie, mais dans le bois dur du parquet, en 7 secondes, dans l'absence d'air que sa gorge allait se rappeler pour toujours. Il se releva lentement sur les genoux, avec cette qualité d'un homme dont le corps obéit, mais un peu plus lentement que d'habitude, car une partie de ses ressources était occupée à traiter ce qui venait de se produire et manquait à la vitesse du mouvement. Il se leva, se redressa de toute sa hauteur, regarda Bruce Lee droit dans les yeux et dit simplement « Vous êtes un maître ». Pas pour conclure une transaction, mais pour constater un fait. Une intonation plate et honnête, celle d'un homme qui venait de recevoir une véritable leçon dans la classe la plus directe qui soit, et qu'il acceptait avec la dignité que mérite une telle leçon. Dans la salle, ces 2 mots résonnèrent comme résonnent des paroles prononcées par quelqu'un à qui il ne reste plus que la précision absolue. Bruce Lee le regarda un instant. Il hocha la tête une seule fois. Puis il se retourna, marcha jusqu'au 3e rang des tribunes, ramassa sa veste sombre sur le dossier du siège, l'enfila et se dirigea vers la sortie avec la même économie nonchalante de mouvement qu'il avait eue en entrant 2 heures plus tôt. Il traversa les 500 personnes qui s'écartaient maintenant devant lui avec une qualité d'attention totalement différente de celle de la même foule qui ne l'avait pas remarqué à son arrivée. La porte se referma derrière lui. Et le mardi matin sur Grant Avenue continua comme si de rien n'était, indifférent et continu, emportant la ville vers l'après-midi comme les matinées emportent toujours les villes, sans faire la moindre pause pour ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment quelconque. Steven Seagal resta debout au centre du parquet de compétition. Autour de lui, la salle retrouvait lentement sa voix. Les conversations reprenaient, les gens se regardaient, certains se penchaient vers leurs voisins en murmurant presque avec prudence, comme si le bruit normal avait besoin d'une autorisation pour revenir. Le bruit normal d'un espace qui se refermait autour de ce silence si particulier dans lequel il se tenait encore. Ses 2 partenaires s'approchèrent et se placèrent à ses côtés en silence, car il n'existait aucun mot qui convenait à cet instant, et tous ceux qui existaient auraient été trop petits pour lui. L'organisateur du tournoi, en costume gris, s'approcha de lui discrètement et lui demanda si tout allait bien. Seagal répondit « oui » de cette manière dont les gens disent « oui » quand ils veulent dire quelque chose de bien plus complexe. Le « oui » d'un homme qui n'avait pas été blessé physiquement et qui traitait pourtant quelque chose qui n'avait rien de physique. L'organisateur hocha la tête et retourna à sa table, car il avait un tournoi à gérer. Les divisions de l'après-midi commençaient dans 40 minutes, et l'Olympic Auditorium ne faisait pas de pause pour l'éducation d'un jeune homme de 20 ans, aussi profonde que cette éducation ait pu être. Seagal le regarda s'éloigner. Puis il tourna les yeux vers la sortie par laquelle Bruce Lee avait disparu. Cette porte bien précise dans ce mur bien précis de ce bâtiment bien précis où le mardi matin de juillet 1972 lui avait apporté ce que 13 années d'entraînement n'avaient jamais pu lui apporter.
l'emplacement exact de la frontière de ce qu'il savait. Il fixa ce rectangle dans le mur assez longtemps pour comprendre que la distance entre ce qu'il savait en entrant ce matin et ce qu'il savait maintenant n'était pas une petite distance. C'était la plus grande distance qu'il ait jamais parcourue. Et il l'avait parcourue en 7 secondes, sans bouger d'1 centimètre. Puis il baissa les yeux vers ce carré précis de bois dur qu'il avait accueilli 7 secondes après qu'il eut lancé un défi qu'il croyait sans danger. Ce carré avait exactement la même apparence qu'une heure plus tôt et qu'il aurait demain. Mais pour lui, il était déjà devenu autre chose, marqué, personnel, porteur de cette brève absence d'air que sa gorge avait gravée à jamais. Non pas comme une peur, non pas comme un doute, mais comme une connaissance précise et utile, celle d'un homme qui s'était tenu au bord de sa propre certitude, qui avait regardé au-delà et qui en était revenu avec quelque chose que la certitude seule n'aurait jamais pu produire. Des années plus tard, lorsque Steven Seagal est devenu l'un des visages les plus reconnaissables des arts martiaux dans le cinéma mondial, les gens lui demandaient parfois ce qu'il pensait de Bruce Lee. Il répondait sans la moindre hésitation et sans aucune fioriture, avec cette même précision plate et directe dont il avait fait preuve en prononçant 2 mots sur le parquet de compétition de l'Olympic Auditorium en juillet 1972. Il disait que sa rencontre avec Bruce Lee avait été le seul moment de sa vie où il avait vraiment compris la différence entre être bon et être prêt, que ce n'était pas la même chose, et qu'on ne pouvait l'apprendre que d'une seule manière. Bruce Lee est mort en juillet 1973, exactement 1 an après ce fameux mardi matin sur Grant Avenue. Il n'avait que 32 ans. Ce qu'il a laissé derrière lui ne rentrait dans aucune catégorie unique, ni dans le cinéma, ni dans les arts martiaux, ni dans la philosophie, même si cela était présent simultanément dans les 3. Il a laissé l'idée que le style est une prison, que la forme sans contenu n'est qu'une simple décoration, et que la seule véritable technique est celle qui fonctionne ici et maintenant, face à un adversaire concret, sans avertissement et sans scénario. Cette idée avait déjà commencé à transformer la façon dont les gens pensaient aux arts martiaux en 1972. Après sa mort, elle s'est accélérée. Elle s'est infiltrée dans les dojos, dans les manuels, dans les conversations des entraîneurs qui ne l'avaient jamais vue, mais qui répétaient pourtant ces mots sans même s'en rendre compte. L'Olympic Auditorium sur Grant Avenue a continué à vivre encore 3 décennies. Tournois, combats de boxe, compétitions, tout ce pourquoi il avait été construit et qui faisait battre son cœur. Le parquet en bois dur a été remplacé une fois, au milieu des années 80. Ce carré précis qui avait accueilli Steven Seagal en juillet 1972 a disparu sous le nouveau revêtement aussi silencieusement que disparaît tout ce qui est vraiment concret, ne laissant derrière lui que ce que les gens avaient eu le temps de graver dans leur mémoire et de transmettre plus loin. Et ils en avaient gravé beaucoup. Les 500 personnes assises dans les tribunes ce matin-là ont porté cette histoire dans les salles, les écoles et les tournois de Los Angeles, et bien au-delà, là où arrivent seulement les récits de ces moments qui refusent de rentrer dans les cases habituelles et qui, pour cette raison même, ne s'oublient jamais. La veste sombre, ramassée sur le dossier du siège du 3e rang et enfilée sans hâte, fut la dernière image que ces 500 personnes eurent de lui. Un homme qui boutonnait tranquillement sa veste et se dirigeait vers la sortie avec la même économie de mouvement qu'à son arrivée, sans annonce, sans un regard en arrière, sans pause pour vérifier l'effet produit. Simplement un homme qui venait de terminer ce que l'instant exigeait de lui et qui continuait son chemin. Cette veste, beaucoup l'avaient vue le matin quand il était entré, et presque personne n'y avait prêté attention. Quand il est ressorti en la portant, tout le monde l'a regardé, les 500 personnes, jusqu'à la dernière.